Honorable juge de la Cour suprême du Canada, Suzanne Côté, bonjour. Bonjour Esther. Vous avez un parcours singulier. Vous êtes originaire de la Gaspésie, d'une petite municipalité qui s'appelle Cloridum, qui est un village de pêcheurs de moins de 700 habitants. Je vous avoue que j'ai dû regarder sur Google parce que j'avais jamais entendu parler de cette municipalité-là. Votre père était à l'origine pêcheur, votre mère a été cuisinière. Vous venez pas du monde juridique. Personne dans la famille était avocat. Comment en êtes-vous venu, vous, à vous intéresser au droit? En fait, ce goût pour le droit, je dois dire, a débuté très tôt. Je crois qu'à l'âge de 11 ans, j'avais fait la décision que j'allais étudier en droit. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de journaux qui arrivaient, mais les journaux qu'on recevait, que je ne nommerai pas, parlaient surtout de procès en droit criminel. Et j'étais très impressionnée de lire ces histoires, de voir les performances des avocats. Et aussi, j'avais un tempérament qui était de nature assez argumentatif. Donc, par exemple, je viens d'une famille de trois enfants. J'ai un frère, une sœur, et j'étais celle du milieu. Alors, pendant des années, mes pauvres parents, je leur présentais des arguments à propos du fait que l'enfant du milieu, dans une famille de 3, était vraiment défavorisé. Alors, donc, j'ai eu le goût assez tôt, et donc, pour étudier le droit, et pour moi, aller à l'université, c'était un rêve. Et c'était un rêve que je voulais réaliser. C'était ce que je voulais, aller à l'université. Avant de parler de l'université, justement, vous disiez que, bon, déjà à l'âge de 11 ans, vous saviez que vous vouliez devenir avocate, quand même, c'est pas rien. Vous avez eu la vocation très jeune, que vous lisiez sur les grands procès criminels. Avez-vous un souvenir de procès criminel qui vous a marqué dans votre enfance, dans votre adolescence? Bien, je me souviens d'une affaire, le procès n'a pas eu lieu au Québec, mais d'une affaire criminelle qui a pris origine en Gaspésie. C'était le meurtre de Mme Leboutillier de Percé. C'était une dame qui était propriétaire d'un hôtel à Percé. Oui. Et puis, ceux qui ont été accusés de l'avoir assassiné, c'était Jacques Messrine et sa conjointe. Alors, donc, je me souviens de ça. C'est l'affaire criminelle qui m'avait fascinée. Et les débuts de ce procès ou des premières enquêtes, des premières comparutions, c'était au palais de justice de Percé. Donc, des études par la suite à l'Université Laval à Québec. Vous avez été reçu au barreau en 1981. Vous êtes retourné par la suite en Gaspésie faire vos débuts en pratique privée. Je vais vous faire un aveu. J'ai étudié en droit à l'Université Laval également. J'ai jamais eu envie de retourner faire mes débuts en pratique privée à Saint-Martin-de-Beauce, d'où je viens. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu retourner dans votre Gaspésie natale? C'est un bel endroit, Saint-Martin-de-Beauce, pourtant. Alors, ce qui a fait ça, c'est que pendant quelques étés qui ont précédé mon admission au barreau, je travaillais comme étudiante dans un cabinet d'avocats à Gaspé. Il y avait 2 cabinets d'avocats à Gaspé même à l'époque. Et puis, mes patrons m'avaient offert la possibilité de venir faire mon stage. Moi, j'avais décidé que je voulais faire mon stage à Québec parce que Québec est une ville que j'aime beaucoup. Et puis, finalement, pour faire plaisir à mes parents, qui n'ont pas fait de pression, mais ils étaient très fiers du fait que leur fille devienne avocate. Et j'étais la première femme avocate à Gaspé. Donc, j'ai dit, je vais revenir faire mon stage avec l'idée ensuite de revenir à Québec pour travailler. Mais finalement, les circonstances de la vie ont fait en sorte que j'ai pu acquérir une partie du cabinet où je travaillais parce qu'un de mes patrons a été nommé à une fonction gouvernementale. Donc, je suis devenue associée de mon cabinet d'avocat. Très jeune. Tout de suite après avoir été assermentée. Quand même, c'est pas rien. Qu'est-ce qui fait que, en fait, donc, à un moment donné, vous décidez que vous vendez vos parts dans ce bureau-là, en Gaspésie, et que vous quittez, et vous vous retrouvez, en fait, dans un des plus grands bureaux à Montréal. Dans quelles circonstances ça s'est passé que, finalement, vous quittez un tout petit bureau en Gaspésie et que, directement, vous vous en allez dans un des plus grands bureaux à Montréal? En fait, pendant mes presque 8 ans en Gaspésie, j'avais une pratique très active. J'étais aussi très impliquée dans mon milieu, dans différents conseils d'administration, présidente de la Chambre de commerce de Gaspé, présidente de la Chambre de commerce de la Gaspésie. Et j'aimais beaucoup faire ça, mais les gens, mes concitoyens, voulaient que je fasse carrière en politique. Alors, j'ai eu à faire un choix en disant, est-ce que je me lance en politique? Et c'était en vue des élections de 1988, des élections fédérales. Mes concitoyens qui voulaient que j'aille dans cette voie m'avaient approché pour les élections de 1984, mais à l'époque, il n'y en avait pas question, j'étais trop jeune. Puis en 87, ils sont revenus. Donc, j'ai dit, est-ce que je suis vraiment intéressée
par une carrière en politique ou est-ce que je vais mettre l'accent sur ma carrière en droit? À l'époque, j'avais 29 ans. Et puis, j'ai pratiqué déjà depuis presque 8 ans. Donc, j'ai dit, si je vais mettre l'accent sur ma carrière en droit, je crois que je devrais envisager d'aller travailler dans un grand centre. Et c'est comme ça que j'ai approché un grand cabinet à Montréal pour dire, voici, je suis intéressée à être un avocat plaidaire dans un grand cabinet. Et c'est comme ça que c'est arrivé parce que j'avais choisi finalement de ne pas faire carrière en politique. Je trouvais que mettre l'accent sur ma carrière en droit correspondait plus à ma personnalité que de devenir une femme politique. Donc, vous n'avez jamais vraiment flirté avec la politique, même si les gens ont flirté avec vous pour que vous en fassiez finalement. C'était clair pour vous, la vocation du droit? Oui, je ne me sentais pas le tempérament pour composer avec tous les aspects d'une carrière en politique, donc j'ai choisi de dire non à ça. Ce qui fait que pendant plus de 30 ans, vous avez œuvré dans 2 des plus grands bureaux à Montréal, Stikeman Elliott et Osler, où vous vous êtes vraiment forgé une solide réputation de plaideuse en droit civil, en droit commercial. On dit de vous que, bon, à l'époque, vous travailliez de 6 heures le matin à minuit le soir, 7 jours par semaine, vous étiez toujours hyper préparé. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque? Quel était le but de tout ça pour vous? Pour moi, vous savez, c'était ce qui était le centre de ça. Pour moi, représenter un client et lui donner le meilleur de moi-même, c'était ce qui était essentiel. Évidemment, quand un client vous engage comme avocat, vous ne pouvez pas lui garantir si vous allez gagner sa cause. Alors, on ne le sait jamais. Mais pour moi, c'était important de donner le meilleur de moi-même et aussi de faire en sorte que ceux qui m'avaient fait confiance, ceux qui avaient décidé un jour que je pouvais être leur associé, qu'ils n'aient jamais à le regretter. Alors, pour moi, m'investir dans le travail, j'ai toujours aimé travailler. Pour moi, une vie sans travail, ça ne s'imagine pas. Quand les gens me disent « Est-ce que tu envisages prendre une retraite un jour? » Je dis jamais. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas autre chose. Mais pour moi, donc, le travail, c'est une composante essentielle de ma vie. Et pour moi, donner le maximum de moi-même à mes clients, c'était ce qui était essentiel. Alors, donc, c'est pour ça que si le travail ou si les dossiers nécessitaient que j'arrive au bureau à 6 heures le matin et que je quitte à minuit le soir. Et parfois, il est arrivé où je ne pouvais même pas quitter à minuit le soir, qu'on en a passé des nuits blanches à rédiger des procédures urgentes et tout. Alors, donc, mais ça faisait partie de ma vie. Et pour moi, je n'ai jamais senti ça comme un fardeau. Évidemment, il est arrivé certains moments où j'étais très fatiguée et j'avais besoin de dire, bon, mais j'ai besoin de dormir. Mais sinon, ça a toujours été très stimulant pour moi et un grand plaisir. Ça a été une vie fantastique. J'ai plaidé pendant 34 ans et puis ça a été pour moi une vie fantastique. Évidemment, avec des déceptions aussi parce que quand on perd une cause, on ne peut pas dire qu'on se réjouit, mais aussi avec de grandes satisfactions. Vous avez représenté des clients, évidemment, importants, des causes connues, je devrais dire, des causes qui ont fait les manchettes dans les médias. Vous avez représenté, entre autres, Jean Pelletier, l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, dans une cause pour atteinte à sa réputation. Vous avez représenté des grandes compagnies, Imperial Tobacco. Vous avez été aussi l'avocate. En fait, vous avez représenté le Québec à la commission Bastarache sur le processus de sélection des juges. Est-ce que dans toutes vos années, comme avocate, il y a une cause qui vous a le plus particulièrement marqué, pour toutes sortes de raisons? Il y a plusieurs dossiers qui m'ont marqué. Vous avez nommé quelques causes. C'est sûr que je ne peux pas entrer dans les détails par souci de secret professionnel, mais il y a les dossiers qui m'ont plus marqué, c'est les dossiers où c'était des individus que je représentais. J'ai représenté, comme vous avez dit, des clients importants. Tous les clients, en fait, étaient importants, mais disons que j'ai représenté des clients moins fortunés, des clients de la classe moyenne, des clients plus fortunés. J'ai représenté des corporations, mais j'ai représenté aussi des individus. J'ai représenté des demandeurs, j'ai représenté des défendeurs. J'ai représenté des clients qui étaient admissibles à l'aide juridique à l'époque de ma pratique en Gaspésie. Alors donc, les dossiers qui m'ont plus touchée, c'est quand je représentais des individus qui devaient faire valoir leurs droits et puis qu'à la fin, le résultat obtenu n'était pas nécessairement le résultat qu'on voulait. Parce que j'avais eu l'occasion de vivre avec ces gens-là pendant un certain nombre d'années, j'avais eu l'occasion de faire partie de leur vie et de voir la conséquence
pour moi, ça me... Dans leur vie? Oui, dans leur vie, ça venait me toucher beaucoup. Alors, il y a eu certains de ces dossiers-là, et je ne vais pas les nommer parce que vous avez parlé tantôt du dossier de M. Pelletier, évidemment, vous l'avez nommé, mais c'est sûr qu'on a été à la Cour peut-être pendant 6 ans dans cette affaire-là, et il est décédé, on venait tout juste de terminer. Donc, mais c'est des dossiers qui venaient beaucoup me chercher. Évidemment, quand je représentais des corporations aussi, c'est des dossiers aussi qui venaient me chercher, mais les conséquences, dans certains cas, étaient moindres que pour les individus. Donc, vraiment, les dossiers où vous avez été davantage impliqué émotivement, c'est quand vous représentiez des individus, finalement. Oui, parce que quand on est un avocat de litige, comme vous savez, ça prend quelques années entre le moment où on ouvre le dossier et le moment où le dossier est fermé, sauf dans des cas exceptionnels. Donc, on vit avec nos clients pendant ces années-là. Oui. On partage leur vie. Il s'établit des liens avec nos clients. C'est pas seulement... on dit toujours qu'on ne doit pas épouser notre dossier. C'est vrai qu'on ne doit pas l'épouser parce que l'avocat doit conserver une objectivité. Mais il se crée des liens qui font en sorte que, oui, on est concerné par le résultat. En 2008, vous êtes reconnue par vos pairs qui vous nomment plaideuse de l'année. Quand on lit sur vous, sur vos qualités de plaideuse, on dit souvent que vous êtes une plaideuse agressive. Pourquoi pensez-vous que vos pairs disent de vous que vous étiez une plaideuse agressive? Parce que peut-être que je ne lâchais pas le morceau facilement, disons. Je sais que j'avais cette réputation-là. J'abandonnais pas facilement. Et puis, mais même si je reconnais que cette réputation était en partie fondée, j'étais agressive, mais dans le sens où j'étais pas impolie, mais je respectais ma parole. Quand je donnais la parole à un confrère ou une consoeur, je respectais ma parole. Mais évidemment, j'étais souvent retenue par des clients qui avaient fait des tentatives pour régler leur dossier. Quand le dossier arrivait chez moi, les tentatives de le régler avaient été faites auparavant. Alors moi, mon mandat, c'était de plaider l'affaire. Évidemment, quand on est retenu pour plaider une cause, on ne peut pas plaider n'importe quel argument. On est là pour conseiller notre client. Il faut choisir aussi si on a une bonne cause ou pas. Mais pour moi, faire de longs procès, faire des procès qui duraient des semaines et être ferme sur mes positions, en accord évidemment avec les mandats donnés par les clients, c'est ce que je faisais. Le 1er décembre 2014, plusieurs ont été surpris d'apprendre que vous êtes nommé à la Cour suprême du Canada. Moi, en commençant. Bon. Vous aviez passé votre carrière en pratique privée. Vous passez directement à la Cour suprême du Canada. En fait, vous êtes la première femme canadienne à passer directement de la pratique privée à la Cour suprême du Canada. Vous venez de me dire, j'ai été la première à être surprise. Comment la Cour suprême est arrivée dans votre vie professionnelle? Mais la Cour suprême avait été présente dans ma vie professionnelle parce que j'ai eu quelques dossiers ici. Oui. Mais cette nomination? Mais cette nomination, tout d'abord, pour moi, de devenir juge n'avait jamais fait partie de mon plan de carrière. Évidemment, on m'avait demandé à certains moments dans ma carrière, est-ce que, Suzanne, ça t'intéresserait de devenir juge? Et là, je parle de la Cour supérieure, je ne parle pas de la Cour suprême. Et j'avais dit, non, pas nécessairement. Puis, en fait, je n'avais jamais demandé d'être juge, oublier la Cour suprême, ni à la Cour supérieure, ni à la Cour d'appel. Et puis, quand cette nomination est arrivée, en fait, une semaine avant, je n'avais aucune idée que j'étais considérée pour siéger à la Cour suprême du Canada. J'étais une avocate de litige très occupée. Ma carrière allait très bien. J'avais beaucoup de clients. J'étais très occupée avec tous mes procès. Et puis, quand j'ai eu le premier appel, parce qu'évidemment, on appelle la personne, maintenant, il y a tout un processus. Maintenant, la personne qui veut devenir juge à la Cour suprême doit faire une demande à cet effet-là et remplir un très long formulaire. Mais à l'époque, en 2014, cette procédure-là n'était pas encore en place. Donc, quand j'ai eu le premier appel de la personne qui s'occupait de ça pour me demander si j'étais au courant que j'étais considérée comme une candidate potentielle pour la Cour suprême du Canada, je croyais que c'était une des émissions qui ressemble aux insolences d'un téléphone où on appelle quelqu'un, on prétend qu'on est quelqu'un d'autre et on monte toute une histoire. Vous ne pouviez pas le croire? Je ne pouvais pas croire et en fait, j'ai dit, mais j'ai jamais demandé pour être juge à la Cour suprême du Canada. Et on m'a dit, mais vous n'avez pas à demander. À l'époque, on n'avait pas à le faire, comme je vous mentionnais. Et puis, 6 jours plus tard, le premier ministre me téléphonait pour me dire que j'étais nommée à la Cour suprême du Canada. Avez-vous eu envie de dire non? Évidemment, quand j'ai reçu le premier appel,
Et moi, je n'avais aucune notion si c'était urgent ou pas. Je pensais en fait que c'était pour l'année suivante. Je savais que M. le juge Lebel devait prendre sa retraite, mais je n'avais pas suivi les dates et tout. Donc, j'ai demandé à cette personne, j'ai dit, monsieur, j'aimerais y penser. Alors, il m'a dit, mais tout à fait, vous pouvez y penser. Est-ce que vous pouvez me rappeler demain? Donc, oui. Pas un long délai pour y penser. C'était une journée pour y penser. Et est-ce que moi, j'ai eu envie de dire non? Ouais. Oui, parce que c'était tellement soudain, puis extraordinaire. Mais quand on est une avocate en pratique privée et quand on reçoit un appel pour servir à la Cour suprême du Canada, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'options. Je crois que la réponse doit être oui. Et ce qui a fait en sorte que la seule personne avec qui je pouvais en discuter, c'était mon conjoint, parce que c'était très confidentiel. Et puis, lui aussi m'a indiqué que quand on est appelé à une fonction semblable, il faut dire oui. Et finalement, j'ai vu ça comme étant ma façon à moi de remplir mon devoir de citoyen et de servir mes concitoyens. Vraiment le sens du devoir. J'avais jamais été dans le domaine public, j'avais jamais travaillé au public, j'avais toujours travaillé dans le domaine privé, mais il y a des personnes qui ont consacré toute leur vie au service public. Alors, quand j'ai eu cet appel, et puis j'étais aussi d'avis que de temps en temps, à la Cour suprême du Canada, il est bien d'avoir des gens qui viennent de d'autres milieux, c'est-à-dire même si ceux qui sont nommés habituellement viennent du milieu juridique, mais ils ont tous été juges avant, soit juges d'instance et juges à une cour d'appel. Mais de temps en temps, l'histoire de la Cour démontre qu'il y avait quelqu'un qui venait de la pratique privée. Le dernier, avant moi, c'était M. le juge Bini, qui a pris sa retraite en 2012. Donc, il y avait cet aspect-là aussi. Je me suis dit, c'est servir l'intérêt de la justice canadienne que de dire oui à cette nomination. Alors donc, on m'a donné une journée pour y penser. Oui, j'ai pensé à dire non parce qu'évidemment, comme vous avez dit, c'était tellement soudain, mais ma réponse a été oui. Donc, de la pratique privée pendant plus de 30 ans à la Cour suprême du Canada, quand même, c'est un gros changement. Je préparais mon entrevue, puis je me disais, bon, je vais lui demander est-ce que l'adaptation est difficile. Je trouvais que la question était un peu... en fait, la question est plus, jusqu'à quel point l'adaptation était difficile? Ça a dû être très difficile pour vous. Honnêtement, Esther, ça a été une adaptation difficile et j'ai fait beaucoup de conférences depuis ce temps-là, puis on m'a souvent posé la question, est-ce que je ne suis pas arrivée là-dedans? C'est pas un changement qu'on fait ça du jour au lendemain. Donc, l'adaptation a été difficile parce que je devais m'adapter, même si, comme j'ai dit, on est dans le monde juridique, à cette nouvelle dimension, à être de l'autre côté de la clôture. Moi, j'avais toujours été celle qui plaidait, celle qui représentait, celle qui présentait la position de son client à la Cour. Maintenant, en devenant juge, je devais considérer les deux positions. Évidemment, quand je plaidais pour un client, j'ignorais pas la position de la partie adverse, mais je la voyais avec des yeux différents. Maintenant, étant juge, il fallait que toutes les positions soient considérées au même niveau. Également, j'avais plus ce contact avec les clients, j'avais plus ce contact aussi intense avec les gens. J'avais plus de témoins à interroger. Et j'aimais beaucoup être dans une salle d'audience, j'aimais beaucoup faire un procès, interroger, contre-interroger des témoins, et j'aimais avoir mes clients. Et ça cessait du jour au lendemain. Ouais, c'est un rythme complètement différent. C'est un rythme différent, c'est un rythme soutenu. C'est un rythme qui... C'est une autre forme de stress parce que c'est une grande responsabilité de rendre les jugements à la Cour suprême. C'est beaucoup de travail aussi. C'est pas un travail de 9 à 5 jours par semaine. Donc, il y avait ça, mais ça ne m'effrayait pas, le travail. J'étais habituée à travailler beaucoup. Et aussi d'arriver dans le système public au lieu d'être dans le système privé. Donc, ça a été toute une adaptation. Je dois dire que ça m'a pris peut-être... je dirais 6 mois, quand même, à vraiment s'adapter à une nouvelle ville également. Oui, ça, j'allais vous le demander parce que ça impliquait un déménagement de Montréal à Ottawa. De Montréal à Ottawa. Alors, donc, ça a été ça, mais finalement, ça s'est fait. Ça va bien. Vous étiez aussi d'abord spécialiste en droit civil et commercial, alors que quand on est à la Cour suprême, on embrasse tous les domaines du droit, notamment le droit criminel. Est-ce qu'il y a eu une courbe d'apprentissage? Est-ce que ça a été, été exigeant? J'avais fait du droit criminel au moment de ma pratique en Gaspésie. Oui. Je n'avais pas fait de procès devant jury, mais j'avais eu l'occasion de représenter plusieurs clients en droit criminel. Et puis, à partir de mon arrivée à Montréal, j'avais fait seulement un dossier en droit criminel qui était un crime économique.
Donc, quand je suis arrivée ici à la Cour suprême, ce que j'ai fait, j'ai pris connaissance des décisions principales en matière de charte des droits et libertés de la personne, parce que quand je suis devenue membre du barreau en 1981, la charte n'était pas encore en vigueur. Et les premiers dossiers que je faisais en Gaspésie, en droit criminel, on parlait beaucoup de la charte, mais on ne la plaidait pas encore beaucoup à l'époque. Alors, donc, je me suis tapé la lecture des décisions principales en matière de charte, et aussi, nous sommes une cour de 9 juges. Alors, la beauté d'être une cour de 9 juges, c'est qu'on peut aussi compter sur l'expertise de nos collègues, parce que mes collègues ont des expertises dans différents domaines. Alors, évidemment, pouvant compter sur l'expertise de mes collègues, ça m'a beaucoup aidée. On a l'image de la Cour suprême comme un tribunal, évidemment, un endroit qui est très fermé, opaque, obscur, distant. Un peu une tour d'ivoire, alors que vous projetez l'image d'une femme rieuse, chaleureuse, ouverte sur les gens, qui a une joie de vivre. Est-ce que ça a été difficile pour vous, ce changement-là? Parce que c'est vraiment l'image qu'on a de la Cour suprême. C'est vrai qu'on a cette image-là, quoique je dirais austère. On commence un peu, je crois, à la changer. Monsieur le juge en chef Wagner aussi, Madame la juge en chef McLaughlin auparavant aussi faisait beaucoup de conférences. Monsieur le juge en chef Wagner poursuit dans cette veine-là. En fait, quand vous m'avez demandé tantôt, est-ce que j'ai pensé dire non, une des raisons aussi qui faisait en sorte que j'avais pensé dire non, je voyais la Cour suprême comme un monastère. Alors, mais finalement, ça n'est pas un monastère. C'est perçu comme ça, mais chaque juge peut remplir son rôle à sa façon. Alors, moi, évidemment, j'étais habituée d'être une personne, comme vous avez dit, plus près des gens, et je me suis dit, bien, je vais continuer à le faire de cette façon. Lorsque je suis arrivée, je suis venue voir ma juge en chef, Madame la juge en chef McLaughlin, pour lui faire part de ça. Et elle a dit, un juge de la Cour suprême peut aller vers les gens, peut rencontrer les gens. Évidemment, nous avons un devoir de réserve et on ne peut pas se permettre de discuter de dossiers qui sont devant nous, ni d'entretenir des relations avec les gens qui plaident devant nous. Mais alors, tout de suite, j'ai été invitée à faire des conférences, à m'adresser à différents groupes, des groupes de juges ou des groupes d'avocats, des groupes d'étudiants. J'aime beaucoup m'adresser à des groupes d'étudiants dans les universités et tout. Donc, ça permet d'avoir ce contact avec l'extérieur. Ça permet aussi aux citoyens canadiens de savoir qui sont ces personnes dans cette tour d'ivoire qui prennent ces grandes décisions pour nous et des décisions qui ont des conséquences non seulement sur les parties immédiates, mais sur l'ensemble des Canadiens. C'est ça. Donc, ça n'est pas un monastère comme je croyais. Et puis, je crois que le rôle de chacun d'entre nous à la Cour, c'est de faire en sorte, justement, qu'on soit perçu d'une façon différente, c'est-à-dire plus accessible, et que nous sommes des êtres humains, d'abord et avant tout. Donc, vous avez gardé votre authenticité à travers ces nouvelles fonctions-là. Oui, j'espère que je ne la perdrai jamais. En fait, le jour où je sentirai que je commence à perdre mon authenticité, je crois que ça sera un bon signe que je dois quitter. C'est le temps de partir. Vous parliez de votre devoir de réserve il y a un instant, parce qu'évidemment, quand on est juge à la Cour suprême, on ne peut pas émettre son opinion, on ne peut pas le faire publiquement. Une façon d'émettre son opinion, quand même, c'est à travers sa dissidence. Depuis que vous êtes nommé à la Cour suprême, vous avez émis votre dissidence dans un nombre important de décisions à la Cour, mais dans la lignée de vos prédécesseurs, Claire Leroux-Dubé, Marie Deschamps. Comment qualifiez-vous l'importance de la dissidence à la Cour suprême? Bien, je crois, vous savez, ce n'est pas une fin en soi, la dissidence, mais notre système de justice ici au Canada est basé sur plusieurs principes. Mais un des grands principes constitutionnels qui est à la base de notre système de justice, c'est l'indépendance judiciaire. Indépendance à tout égard, indépendance de l'État, indépendance vraiment à tous égards. Et nous sommes une cour collégiale. Donc, chacun a le droit d'exprimer son opinion, qu'elle soit majoritaire ou dissidente. La façon dont on procède, évidemment, on n'est pas en vase clos. On prépare les dossiers chacun de notre côté, les juges, mais on se rencontre pour en discuter avant l'audition. Depuis Monsieur le juge en chef Wagner, on a une rencontre avant. Ensuite, on entend les parties et ensuite, on a une rencontre après l'audition où chacun est appelé à donner son point de vue. On est appelé à échanger. Le point de vue qui est exprimé au départ n'est pas nécessairement le point de vue final. On est appelé à débattre des idées. Décider d'une question juridique, c'est un processus intellectuel qui est constamment en évolution. Alors, à la fin de tout ce processus-là, il revient à chaque juge de dire, parce qu'ultimement,
on a prêté serment de rendre jugement selon notre conscience, notre analyse du dossier, notre connaissance du droit. Ultimement, il revient à chaque juge de s'assurer d'acquitter sa responsabilité. Alors donc, oui, il arrive qu'une majorité de juges pensent d'une certaine façon, mais il arrive, dépendamment des dossiers, que d'autres juges, seuls ou en groupe, pensent d'une autre façon. Et c'est très important, je crois, pour assurer la transparence de notre système de justice, que cette opportunité existe pour chaque juge de pouvoir émettre leur opinion sans aucune pression, finalement. Et c'est de là l'importance de ça. Donc, vous êtes une femme très engagée qui a toujours travaillé très fort. Vous n'avez pas eu d'enfants. Pour vous, la vie, ça a été beaucoup à travers le travail. Est-ce que, en fait, quel a été pour vous le plus grand sacrifice? S'il y a eu sacrifice. Je ne crois pas que je puis dire qu'il y a eu sacrifice. J'ai sacrifié mes clients quand j'ai accepté la nomination à la Cour suprême, mais c'était un sacrifice que j'ai décidé de faire. C'était ma décision. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu de sacrifice. Évidemment, je n'ai pas eu d'enfants. Donc, pour moi, les réalités auxquelles les femmes d'aujourd'hui doivent faire face, concilier le travail et la famille, n'étaient pas présentes parce que j'avais une vie personnelle, un conjoint, mais je n'avais pas à m'occuper d'enfants. Alors, donc, ça n'a pas été un sacrifice. J'ai réussi à développer. On me dit que j'ai un côté maternel assez développé. Donc, j'ai développé ces relations mère-fille et mère-fils avec les jeunes avocats avec lesquels j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler avec des jeunes avocats chez Stikeman Elliott, que j'appelle encore mes fils aujourd'hui. J'ai fait la même chose avec certains des jeunes avocats avec qui j'ai travaillé chez Osler. Et ici, à la Cour suprême, on a la chance, chaque juge, d'avoir des auxiliaires juridiques qui travaillent avec nous. Et on en a chacun 4 auxiliaires juridiques par juge. Et puis, ce sont comme des jeunes avocats qui travaillent avec un avocat dans un cabinet. Et puis, je me plais à dire à chaque année que ma famille a grandi parce qu'on développe une relation avec ces jeunes avec lesquels j'aime beaucoup travailler, qui sont comme mes enfants. Alors, je dois vous dire, Esther, que j'ai une très grande famille présentement de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et on a commencé à développer notre relation comme ça. Et certains d'entre eux m'écrivent en disant « Chère seconde maman ». C'est valorisant. Oui. Le jeune de Cloridorme qui vous regarde aujourd'hui puis qui pense que c'est inaccessible, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis de ne pas cesser de croire en ses rêves si son rêve est d'y arriver. Je dis, à partir du moment où on a la santé, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse réaliser nos rêves. Il y a des fois où le chemin sera plus difficile pour réaliser ce rêve. Mais je dis de ne jamais abandonner son rêve si le rêve, c'est d'arriver là. Mais il y a des gens dont ce n'est pas nécessairement le rêve. Mais quand même, d'aller au bout de ses rêves. D'aller au bout de ses rêves. Et moi, je dis toujours, j'aime mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Alors, si je crois que mon rêve, c'est de réaliser telle chose, j'aime mieux regretter à la fin de l'avoir fait si ça n'a pas fonctionné comme je pensais, que de regretter de ne pas l'avoir fait. Avez-vous des regrets? J'ai aucun regret dans ma vie. Si ma vie était à refaire, je crois que je la referais exactement de la même façon. J'ai changé de dizaine d'âge récemment et mes amis me demandaient tu n'es pas effrayée, tu es maintenant dans la soixantaine. Je dis pas du tout. En fait, si on me demandait aujourd'hui, on m'offrait de revenir à l'âge de 40 ans, ma réponse serait non. Non pas que je n'ai pas aimé la quarantaine, mais je trouve que chaque période de la vie a ses beautés, a ses moments plus difficiles, a ses bons moments, et je n'ai pas de regrets, mais j'ai encore beaucoup de projets pour le futur. Honorable juge Suzanne Côté, merci beaucoup. Merci beaucoup.